Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans le cycle de conférences de l'Agence régionale de la biodiversité. Je suis Lucille De Wulf, naturaliste à l'Agence régionale de la biodiversité, et je vais vous accompagner ce soir pour parler des listes rouges régionales et de la manière dont on peut les utiliser en Île-de-France. Donc, je vais vous parler de ce sujet parce que c'est un des sujets que je traite à l'ARB et je vais être accompagnée également de mon collègue Eminki Johan qui travaille avec moi, également naturaliste, sur la liste rouge, notamment des amphibiens et des reptiles. Et nous avons également le plaisir d'accueillir Julien Boucaud et Mélanie Clément de l'Union des fédérations pour la pêche et la protection des milieux aquatiques du bassin Seine-Normandie. Donc Julien qui est directeur et Mélanie Clément chargée de mission à l'UFBSN et qui nous parleront plus spécifiquement de la manière dont ils ont pu appliquer la méthodologie liste rouge au groupe des poissons, puisque c'est notre partenaire pour la réalisation de cette liste qui est en cours d'élaboration. Donc très rapidement, moi je vous parlerai de la méthodologie, de la manière dont on met en place les listes rouges. Et Minky vous parlera de la manière dont on les utilise, celle qu'on a réalisée en Ile-de-France et la manière dont on peut les utiliser et les appliquer. Et puis, on va démarrer tout de suite. Alors, si vous avez des questions, vous avez un outil de questions et réponses à droite de votre fenêtre Q&A sur lequel vous pourrez nous poser vos questions et on y répondra à la fin de la conférence. Vous avez également un fil de discussion sur lequel vous pouvez échanger avec les différents participants. N'hésitez pas à l'utiliser également. Mais pour plus de fluidité et pour mieux répondre à vos questions, on vous invite tout de même à utiliser l'outil questions-réponses. Pour vous répondre, il y aura derrière leurs ordinateurs Claire Wex, qui est écologue à l'ARB et qui travaille notamment sur la liste rouge des poissons. Donc, elle sera à votre service pour vous répondre. Et également Marjorie Miles, qui sera là pour pallier à tous les risques de bugs. Donc, on attaque tout de suite avec donc les listes rouges. Et tout d'abord, qu'est-ce qu'une liste rouge? Eh bien, c'est une méthodologie qui a pour but d'évaluer le risque d'extinction des espèces. Donc, c'est une méthodologie qui a été élaborée par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Et quand on veut élaborer une liste rouge, on s'intéresse à un groupe d'espèces définies. On va regarder sur un territoire donné les espèces qui sont évaluables de celles qui ne le sont pas. Et pour les espèces évaluables, on va leur associer un degré de vulnérabilité. Le, Eminki. Alors, c'est Eminki qui passe les slides. Donc, on va essayer de fluidifier ça rapidement au fur et à mesure de la présentation. Donc, c'est un outil qui peut être utilisé à différentes échelles et qui permet des comparaisons spatiales. Les listes rouges mondiales sont très connues. On a également beaucoup de listes qui sont effectuées au niveau européen, des listes rouges au niveau national et également pour les départements d'outre-mer. Et enfin, l'échelle la plus fine à laquelle on réalise des listes rouges, c'est l'échelle régionale. En dessous, ça a moins de sens de réaliser ces outils, puisque vous verrez, on s'appuie sur des données, on s'appuie sur des états de population et définir un statut de vulnérabilité d'une population en dessous du niveau régional, ça a moins de signification scientifique. Donc c'est un état des lieux et c'est une méthode d'évaluation qui va permettre d'évaluer les progrès ou les régressions en fonction des populations. Quand on fait une première liste rouge sur un groupe d'espèces, on est sur un état des lieux de la situation de ces espèces sur le territoire et au moment où on les révise, on va permettre de voir si elles se portent mieux ou moins bien. Là, je vous ai mis en bas l'exemple des oiseaux nicheurs pour lesquels on a réalisé une première liste qui a été éditée en 2012 puis révisée en 2018. Les listes rouges, elles sont également utilisées pour développer des standards d'évaluation sur de la réintroduction, des succès de réintroduction, ou c'est des outils aussi qui peuvent être utilisés pour calculer
les tendances de population. Donc là, je vous ai mis différents extraits de publications qui ont été utilisées à partir de cet indice et que vous pouvez retrouver si le sujet vous intéresse sur le site de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Les listes rouges, c'est également un levier pour prioriser des enjeux de conservation, pour communiquer. Donc c'est un outil scientifique. En fait, il n'y a pas d'objet réglementaire derrière la liste rouge, mais les statuts peuvent être utilisés pour mettre à jour des listes d'espèces patrimoniales. C'est le cas par exemple des listes d'espèces déterminantes d'INEF ou des espèces de protection régionale. Là, je vous ai mis en exemple le logigramme qui a été utilisé pour mettre à jour la liste d'espèces déterminantes d'INEF des odonates. Vous voyez que le premier critère qui est utilisé, c'est justement le critère de catégorie de vulnérabilité des espèces. Lorsqu'on publie une liste rouge, on va mettre également en avant des mesures pour favoriser, pour préserver les espèces et pour prioriser du coup les enjeux de conservation. Et enfin, je vous le disais, c'est un très bon outil de communication puisque à chaque sortie de liste rouge, on réalise des publications presse, des conférences de presse qui ont généralement un très bon relais dans les médias. Donc, comment on réalise ces listes rouges? Alors, on s'appuie sur un guide de méthodologie qui a été réalisé par l'UICN, le comité français. Et la première étape, selon ce guide, c'est de collecter, de traiter les données. Alors, ces données, elles sont collectées, elles sont faites par un grand nombre d'organismes, des associations, des organismes de recherche, conseils départementaux, organismes publics, collectivités, bureaux d'études, gestionnaires, naturalistes. Ils sont très divers en Île-de-France. Et ils vont produire des données qui vont verser ensuite dans des bases de données de référence, l'INPN, CETIA pour les données faune, Flora pour les données flore. Les organismes de recherche vont quant à eux mettre en place des programmes standardisés qui vont permettre d'avoir un autre type de données plus protocolées. Et donc, la première étape pour nous, ça va être de collecter toutes ces données, d'en faire un traitement, une homogénéisation, un nettoyage, pour ensuite étudier la représentativité de la base. Donc, très rapidement, la représentativité de la base, je peux passer la diapo suivante, Eminki, c'est le nombre, on va regarder comment se projettent les données par période, parce que les listes rouges en fait se basent sur une période de référence de 10 ans, donc sur un passé récent, et on va également regarder comment ces données se répartissent sur le territoire, donc en regardant les données par département. Et une fois qu'on a étudié cette représentativité de la base et qu'on a regardé si on pouvait si on avait les données suffisantes pour réaliser les listes rouges, on prépare la pré-évaluation. La pré-évaluation, en d'autres termes, pour vous illustrer ça d'un exemple, des rhopalocères et des hygiènes. Donc c'est un travail qui a été réalisé par l'OPI, qui était notre partenaire à l'époque pour faire cette liste rouge. Donc l'OPI était parti sur 137 espèces qui avaient été répertoriées en Île-de-France à l'époque, avec plus de 60 000 données collectées. À partir de ces 60 000 données, donc tout le traitement de données a permis d'en consolider 37 000, plus de 37 000. Ces espèces-là, en fait, ces données-là ont été ensuite passées sous le filtre de pré-évaluation pour voir si on était sur des espèces qui étaient indigènes, introduites, qui avaient une présence occasionnelle ou régulière, et pour voir enfin les espèces qui pouvaient être évaluées. Autre exemple pour illustrer cette étape, celui des oiseaux nicheurs. Donc, on est parti au début de 183 espèces présentes dans la région. Et parmi ces espèces présentes dans la région, on a des espèces qui ont une population erratique ou qui sont des espèces introduites, des espèces qui vont avoir une présence régulière, mais pas forcément assez de données pour les évaluer, et enfin des espèces qui vont être évaluables. Et là, donc, je vous ai mis en exemple 4 d'entre elles. Parmi les espèces non applicables, vous allez avoir le chevalet guignette. Tu peux passer la diapo suivante, Eminki. Le chevalet guignette ou la perruche à collier. Donc le chevalet guignette qui ne se reproduit pas de manière pérenne dans la région, de manière stable. La perruche à collier qui est une espèce introduite. Donc pour ces deux espèces, la méthode n'est pas applicable. La perdrix rouge pour lesquelles le jeu de données n'était pas suffisamment robuste pour pouvoir donner un statut, donc qui a été classé en données insuffisantes. Et enfin, 157 espèces, du coup, si on enlève les deux DB, qui étaient évaluables, dont le circaète Jean Leblanc, qui était une espèce auparavant
noté NA puisque nouvellement arrivé dans la région et qui, dans la nouvelle révision, a pu être évalué. Donc, quand on va réunir le comité d'experts, on va s'intéresser à ce pool d'espèces évaluables. Le comité d'experts, il est animé par un auditeur externe et c'est là le rôle de l'ARB. En fait, nous, on est là pour lancer la dynamique, contacter les experts, les faire se réunir et puis veiller à la bonne application de la méthode lors du comité. Donc, on va faire cette préévaluation et cette application des critères. Alors, pour déterminer si une espèce est menacée ou non, on va regarder différents critères. Ces différents critères, on va pouvoir les utiliser en fonction du jeu de données dont on dispose. Par exemple, le critère A de réduction de population, il va se positionner sur un pourcentage de déclin, donc sur des indices d'abondance. Le critère B, qui est sur une aire de répartition, va s'intéresser aux zones d'occupation d'occurrence, donc on va être plus sur des données type Atlas, où on va avoir des répartitions géographiques des espèces. Les critères C et D vont s'intéresser au nombre d'individus matures dans la région, donc il va falloir avoir des indices très précis du nombre d'individus qui sont présents dans la région. C'est le cas par exemple pour le sonore à ventre jaune sur lesquels il y a des études de capture, marquage, recapture et de suivi des populations assez fins en Île-de-France. C'est le cas pour d'autres espèces d'oiseaux sur lesquels on peut s'appuyer, donc notamment sur les données de l'Atlas qui a été réalisé par la LPO. Et enfin, le dernier critère, c'est un critère de probabilité qui est un peu moins utilisé dans nos travaux. Et donc, si les espèces, une fois qu'on les passe en revue, arrivent sous un des seuils de déclin, on va pouvoir leur associer une catégorie de menace. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, soit elles seront en préoccupation mineure, soit quasi menacées, mais on va voir ça juste après avec les exemples. Donc là, je vous ai mis justement l'exemple de la liste rouge des odonates, où on a l'agrillon joli, donc on est là sur un critère B de répartition géographique. Donc pour l'agrillon joli, on a une zone d'occupation qui a été calculée si je dis pas de bêtises, mais c'est sur la diapo suivante, 142 km², 128 km². Et donc on arrive en dessous du critère de vulnérabilité en danger. Et maintenant, il faut voir si cette espèce répond à au moins deux des trois conditions supplémentaires pour pouvoir classer l'espèce en danger. Donc, on peut voir sur l'Atlas, la carte derrière, que les populations sont sévèrement fragmentées. En fait, on a des petits patchs de population très localisés. Donc, on a une réponse au premier sous-critère de fragmentation sévère. Et on voit également en gris, vous verrez dans les Yvelines, vous voyez des petits patchs allumés en gris où on a une présence ancienne de l'espèce, mais qui montre des populations qui n'ont pas été retrouvées récemment. Donc on a également un déclin continu de la zone d'occupation et de l'habitat. Donc ça permet de valider, tu peux passer les diapos suivantes, Eminki, les 3 diapos. Ça permet de valider l'espèce qui a été donc classée dans cette préévaluation en danger. Et donc, à chaque fois, on note les critères utilisés, B2, AB, petit i, pour justement permettre aux personnes qui vont utiliser la liste derrière de pouvoir se référer aux critères qui ont été utilisés et aux menaces qui pèsent sur ces espèces. Ensuite, une fois qu'on a fait donc cette préévaluation, on a une troisième étape d'ajustement régional, où on va regarder s'il y a des échanges en fait avec les populations extra-régionales. Ces échanges, ils peuvent être de deux types, favorables ou défavorables. On peut avoir un statut favorable des espèces dans les régions voisines, un apport des régions limitrophes, des populations transrégionales qui vont communiquer et qui vont bénéficier de flux. Et à ce moment-là, on peut avoir une atténuation du risque de disparition des populations au niveau régional. Si à l'inverse, on a un degré de vulnérabilité élevé dans les régions voisines, un fort taux de mortalité, un risque de diminution d'apports extérieurs alors que ces apports sont indispensables pour le maintien de l'espèce au niveau régional, à ce moment-là, on peut avoir une augmentation du risque de disparition. Enfin, on doit veiller à une cohérence des listes régionales avec le niveau national. Et ça nous permet ensuite dans l'exemple suivant, de pouvoir réinterroger quelques espèces. Alors là, je vous ai mis l'exemple de la liste rouge des oiseaux nicheurs. À gauche, vous avez le tableau de synthèse qui a été utilisé par le comité d'experts pour attribuer des statuts lors de la préévaluation. Une fois cette préévaluation effectuée pendant le comité, je suis allée regarder
dans les listes rouges des régions voisines, donc qui bénéficiaient de listes labellisées UICN, puisqu'encore une fois, il faut comparer avec ce qui est comparable. Donc il y en avait deux, la liste rouge de Bourgogne et de la région Centre, ainsi que la liste rouge nationale. S'il y avait des espèces pour lesquelles les statuts pouvaient être revus en fonction de leur situation dans les autres régions et au niveau national. J'ai réinterrogé dans mes souvenirs le comité sur une vingtaine d'espèces et il y a 6 d'entre elles pour lesquelles le statut a évolué. Donc là, je vous en ai mis en exemple 4. La bondrée apivore, le raldo et l'accenteur mouché pour lesquels il y a eu un déclassement des espèces puisque la situation était plus favorable dans les régions voisines. Et à l'inverse, le fuligule morillon qui connaît un déclin assez important dans les autres régions et qui est assez mal expliqué par les ornithologues, que nous, on avait classé en préoccupation mineure, mais donc on a monté d'un cran en quasi menacé en prévision de cette problématique qui était difficile à expliquer. Enfin, donc la dernière étape et finalement la plus importante, c'est la validation de toute cette méthode, puisque on prépare un dossier donc qui reprend tous les travaux qui ont été effectués par le comité d'experts pour une validation par le comité de français de l'UICN et par le CSRPN, donc le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel, qui vont tous les deux valider la méthode, valider d'un point de vue scientifique la liste et donc nous labelliser les travaux. Une fois que ces listes rouges sont réalisées, eh bien, l'avantage, c'est qu'elles peuvent être révisées. C'est tout l'intérêt des listes rouges par rapport à d'autres listes d'espèces. C'est que la révision est importante. Tu peux passer la diapo suivante, Eminki, puisque on se doit d'être sur un état des lieux qui doit être représentatif de la situation des espèces. Donc, on peut faire dans ce cadre-là une mise à jour tous les 5 ans minimum. On n'est pas obligé de faire une mise à jour tous les 5 ans, mais si on se rend compte que l'état des populations évolue, on peut les réviser. Ça a été le cas pour les oiseaux, où on avait des espèces qui avaient été évaluées, là par exemple le bruyant proyer qui était en préoccupation mineure dans la précédente liste rouge, et pour lequel, tu peux mettre la diapo suivante, on a constaté un déclin à travers les programmes standardisés, notamment le stock, fait par le muséum, ces dernières années, un déclin assez important puisque de 42% entre 2004 et 2014, 43% même. Et on a observé également que ce déclin, en fait, il n'était pas seulement propre aux bruyants proyers, mais qui se généralisait à d'autres espèces des milieux agricoles et d'autres espèces spécialistes des différents milieux en Île-de-France. Donc, on a décidé de réviser la liste rouge pour l'actualiser et puis mettre à jour les statuts des espèces, prendre en compte ces nouvelles tendances. La méthodologie, elle est similaire à l'évaluation des listes rouges régionales, évidemment, puisque le but, c'est d'avoir des listes rouges comparables. On se retrouve cependant avec des types de changements de statut qui peuvent varier et qui doivent être expliqués dans la nouvelle liste rouge. Donc, on va avoir des véritables améliorations. On va également avoir des véritables détériorations qui sont malheureusement bien plus nombreuses que les véritables améliorations. On en avait 37, des changements de statut liés à des déclins de population significativement importants pour déclasser des espèces à un niveau de vulnérabilité plus fort. On va également avoir des espèces occasionnelles qui sont devenues régulières. Je vous prenais l'exemple du circaète Jean Leblanc tout à l'heure. En fait, c'est des espèces qui n'étaient pas évaluables dans la précédente liste puisque arrivées récemment et qui vont venir en quelque sorte gonfler le groupe des espèces menacées. Mais c'est là aussi toute l'importance d'associer à cette révision les tendances, puisqu'on va voir que pour certaines espèces, on est sur des tendances stables, voire des tendances à la hausse. Donc, ça va permettre de modérer aussi les avis et de prendre en compte en fait des enjeux de conservation prioritaires pour les espèces qui sont en danger critique parce qu'elles ont un déclin très important de leur population, contrairement aux espèces qui vont être en danger critique puisqu'elles sont nouvellement arrivées dans la région. Donc, ça reste des espèces sensibles, mais qui bénéficient quand même d'une tendance favorable. Enfin, on va avoir des changements qui vont être liés à l'amélioration des connaissances. Là, c'est tout l'intérêt aussi de la catégorie données insuffisantes, puisque les espèces classées dans cette catégorie ont pour vocation à faire l'objet de focus pour qu'on améliore en fait les conditions.
Donc d'une liste rouge sur l'autre, le but c'est d'en avoir le moins possible dans cette catégorie. Dans la liste rouge de 2011, pour les oiseaux, on en avait 4. Dans celle de 2018, on n'en a plus que 2 qui sont encore classées en données insuffisantes. Et on va également avoir dans ces changements des espèces qui n'étaient pas forcément évaluées, mais pour lesquelles on s'est rendu compte en prenant d'anciens registres ou en découvrant d'anciennes informations qu'en fait elles ont niché anciennement dans la région et que c'était des populations pérennes, etc. Ou encore l'engoulevent d'Europe, pour lesquels il y a d'importants travaux qui ont été réalisés par l'ANVL, notamment dans le sud Essonne et sud Seine-et-Marne, et pour lesquels on s'est rendu compte qu'en fait les populations se portaient mieux que ce qu'on pensait. Et enfin, on va avoir des changements qui vont être liés tout simplement à l'application de la méthode. Et là, ça va concerner seulement 2 espèces. Le pigeon bisé qui avait été oublié en fait dans la précédente liste rouge. Voilà, c'est le défaut des naturalistes. Il y a des espèces qui sont tellement communes qu'on les oublie même dans ce type de document. Et la pie-grièche écorcheur qui est passée à un niveau supérieur en termes de menaces, mais pour lequel en fait la population est stable. C'est juste qu'on a appliqué strictement la méthodologie, alors que lors de l'ancienne liste rouge, les experts avaient préféré modérer le degré de menace avec un avis d'expert plus tempéré. Voilà, ces changements de population, de statut n'empêchent d'avoir une vigilance sur les autres espèces dont le statut n'a pas évolué. Typiquement, pour la liste rouge oiseaux, ça concerne 94 espèces, dont 13 espèces ont des populations qui déclinent, mais ce déclin n'est pas assez marqué, pas assez significatif pour passer en dessous d'un des seuils de vulnérabilité et du coup modifier le statut des espèces. Donc c'est là toute l'importance aussi d'associer en fait au moment des révisions les différents statuts, le statut de 2011, le statut de la révision, les critères qui ont été utilisés et également les tendances pour bien interpréter. Donc ces documents-là, ils sont disponibles sur notre site internet et ça permet aussi de bien interpréter les changements qui ont eu lieu entre les 2 listes et de bien prendre en compte en plus les espèces pour lesquelles les déclins sont les plus marqués. Voilà, et pour finir sur les éléments que je vais aborder, on va parler des avantages et des limites des listes rouges régionales, puisqu'il y en a quand même quelques-uns qu'on peut associer à cette méthodologie. D'abord, les avantages. Le principal avantage qu'on peut avoir, c'est que c'est un référentiel standardisé d'évaluation des espèces qui permet des comparaisons, on l'a vu, entre les différents groupes, puisqu'on va appliquer tout le temps la même méthode, entre les différentes régions, entre les différentes échelles spatiales, et entre les différentes périodes au moment où on réalise des révisions. C'est également un outil scientifique qui permet la mise à jour de listes de référence. Je l'ai très rapidement abordé en parlant des listes d'espèces déterminantes d'INIEF, mais Minky va revenir plus en détail dessus. Et c'est aussi un bon indicateur de suivi d'un groupe. C'est d'ailleurs l'indicateur de référence qui est reconnu par la Convention sur la diversité biologique. Enfin, c'est un échelon, les listes rouges régionales, qui permettent la prise en compte d'enjeux et de problématiques locales. Et étant donné qu'on se place au niveau de l'aménagement du territoire, c'est aussi un échelon qui permet de mettre en place des réponses qui vont être territorialisées. Pour finir, c'est aussi un bon outil de communication. On le voit ce soir avec cette conférence publique, puisque vous êtes une soixantaine à nous écouter. C'est un bon outil de communication aussi auprès des médias, puisque quand on sort des nouvelles listes rouges, on a généralement un très bon relais dans la presse. Et c'est un bon outil de communication auprès des différents acteurs, puisqu'on est sur un langage commun qui va permettre de parler à la fois avec des élus, à la fois avec des gestionnaires, des professionnels de la protection de la nature, pour justement améliorer l'état des populations au niveau régional. Les limites, par contre, puisqu'il y en a quelques-unes, c'est plus des discussions scientifiques en fait. On va avoir une période de référence qui va être de 10 ans, donc je le disais, ou de 3 générations en fonction des espèces, et qui du coup se place sur un passé récent. C'est le choix de l'UICN, mais qui du coup ne prend pas en compte en fait dans l'application stricte de la méthode les dynamiques passées des espèces. Et là, j'illustre l'exemple avec le cas des chauves-souris. En dépoussiérant les anciens registres de bagages, les équipes du muséum ont montré que sur des espèces qui étaient autrefois très communes en Île-de-France,
à savoir là le grand rhinolophe, le petit rhinolophe et le murin à oreille échancrée. Et on a connu des déclins de population, des quasi-extinctions des populations en fait à l'après-guerre et notamment au moment de l'essor des pratiques plus intensives d'agriculture et de l'utilisation de pesticides, avec l'utilisation d'une liste rouge sur un passé récent de 10 ans ou 3 générations, ce qui signifie à 18 ans pour les espèces les plus longévives de chauves-souris, ben, on ne prend pas en compte en fait cette dynamique-là de population. De la même manière, si on regarde à une autre échelle et à l'échelle européenne, on va avoir là 93 et 2011 une publication qui montrait que les populations avaient augmenté de 40% au niveau européen, ce qui était une dynamique très positive. En même temps, quand on voit les déclins passer et qu'on est au niveau de la quasi-extinction, qu'il y ait des remontées de population, on ne peut que l'espérer et on ne peut pas non plus totalement s'en féliciter. Et de la même manière, si on regarde au niveau national, on a une évolution des tendances là des espèces confondues d'un déclin de 46% entre 2006 et 2014. Donc ça montre la prudence à utiliser en fait les différentes échelles temporelles et à bien aussi objectiver les résultats des listes rouges en fonction du passé des populations. Et enfin, la deuxième limite qu'on peut avoir, c'est l'aire géographique d'application des listes rouges qui n'est pas toujours cohérente avec les capacités de déplacement des espèces. Ça a été le cas notamment la question qu'on s'est posée pour les poissons. Est-ce que ça a beaucoup de sens de s'intéresser à une limite administrative régionale qui est celle de l'Île-de-France, alors que pour ce groupe d'espèces-là, c'est beaucoup plus cohérent de se positionner au niveau du bassin versant. Mais là-dessus, je laisserai mes collègues de l'Union des fédérations de pêche détailler ce point. Et je laisse maintenant la parole à Eminki pour la suite de la conférence. Est-ce que l'on m'entend? Vous me confirmez si on m'entend? On t'entend bien, Eminki? Ouais, d'accord, ok, super, merci, parce que j'ai le PowerPoint en gros en plein écran. Du coup, effectivement, je vais maintenant vous parler un petit peu plus de l'histoire des listes rouges franciliennes, du coup, quelles sont les listes qui ont déjà été publiées, pourquoi elles ont été publiées, dans quel contexte, et également j'aborderai un peu l'application, les applications qu'ont ces listes rouges concrètement aujourd'hui dans la conservation de la biodiversité à travers plusieurs exemples concrets. Donc, en termes d'histoire, on a à l'heure actuelle en Île-de-France 6 listes rouges qui sont publiées. Les 3 premières, donc entre 2011 et 2014, se sont intéressées à la flore vasculaire d'Île-de-France, aux oiseaux nicheurs d'Île-de-France et aux libellules. Ensuite, on a 3 autres listes rouges publiées entre 2016 et 2018 qui, pour le coup, donc, se sont intéressées aux papillons de jour ésigènes, aux chauves-souris et enfin aux orthoptères, donc ce qui regroupe les criquets, les sauterelles, les phasmes, les menthes, etc. Parmi toutes ces listes rouges, on en a 2 qui ont été révisées depuis leur publication. Donc, comme le disait Lucille, la liste rouge oiseaux qui a été révisée en 2018, et on a également la liste rouge de la flore qui a été révisée en 2014. Alors, quand on voit cet enchaînement de listes rouges qui ont été publiées, on peut se demander pourquoi est-ce que cet ordre a été choisi et pourquoi est-ce que ces listes ont, pour certaines, autant tardé. Et pour répondre à cette question, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Le premier, c'est celui de la donnée, de la disponibilité de la donnée. Comme l'a expliqué Lucille dans sa présentation, un processus de réalisation de liste rouge, ça passe par une collecte des données. Et ces données, en fonction des groupes d'espèces, sont pas forcément faciles à mobiliser. Ici, je vous montre 2 exemples. Donc en bas à gauche, vous avez l'évolution du nombre de données disponibles pour les papillons de jour entre les années 1950 et l'année 2011. Et donc vous voyez que très nettement, depuis le début des années 2000, il y a une véritable croissance exponentielle du nombre de données disponibles qui a permis en fait la mise en place de cette dynamique de liste rouge.
De la même manière, donc sur le graphique à droite, vous avez l'évolution du nombre de données disponibles en ce qui concerne les orthoptères. Et là, de la même manière, on se rend compte que dans la période 98-2007, on avait au maximum 5000 données qui étaient disponibles sur ce groupe, alors qu'entre 2008 et 2017, on est arrivé à près de 35 000 données disponibles. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve vraiment sur tous ces groupes qui ont généralement eu des lacunes de données dans le début des années 2000. En fait, les listes rouges sont réalisées en parallèle, enfin, sont réalisées logiquement avec l'augmentation du nombre de données. C'est vraiment ce déclic qui nous permet après de lancer la réalisation de ces listes. On a aussi deux autres facteurs qui expliquent un petit peu cette temporalité et ce choix de thématiques en fonction des groupes. Si on s'intéresse aux listes rouges sur la flore vasculaire et sur les oiseaux, ces deux groupes en fait avaient déjà un avantage par rapport aux autres, c'est que depuis longtemps il y avait des suivis standardisés à long terme qui étaient réalisés. Alors du côté de la flore, c'est surtout les conservatoires botaniques qui ont depuis de nombreuses années déjà une connaissance très fine du territoire avec des inventaires qui étaient réalisés, etc. Et donc qui ont pu mettre à disposition toutes leurs données pour réaliser une liste rouge très en amont. Et de la même manière, du côté des oiseaux nicheurs, c'est vraiment le stock, donc le suivi temporel des oiseaux communs, qui avait déjà donc permis de collecter une base de données très robuste, avec en plus des évolutions de population, donc ont motivé la réalisation de ces deux listes dans un premier temps. En 2014, on a aussi eu un événement qui a fortement simplifié la réalisation des listes rouges, c'est la création de la base de données CETIA et son extension à l'ensemble de l'Île-de-France. Donc anciennement, avant la réalisation de cette base de données naturaliste régionale, le processus de recueil de données était bien plus compliqué, donc il fallait effectivement contacter tous les acteurs, regrouper toutes les données, les centraliser et ensuite pouvoir les traiter. Maintenant, avec cette base de données régionale, on a tout ce processus qui est immédiatement réalisé. En fait, on a une meilleure vision sur les données qui sont disponibles et on peut se projeter beaucoup plus facilement dans la réalisation d'une liste rouge. Donc, si on doit résumer un petit peu les raisons de cet historique, on a une connaissance de notre biodiversité qui est très hétérogène en fonction des groupes, donc comme j'en parlais notamment avec les oiseaux ou les plantes vasculaires. Et généralement, dans la conservation de la biodiversité, les groupes les mieux connus bénéficient en premier d'outils de conservation. C'est notamment aussi le cas sur les oiseaux, où on voit qu'on a beaucoup d'outils de conservation qui sont disponibles, que ce soit à l'échelle européenne, l'échelle nationale, etc. Et donc, dans ce sens-là, est-ce qu'un jour on peut espérer avoir une liste rouge régionale des araignées? Alors oui, ça viendra certainement, mais on en est encore très loin parce qu'on a peu de personnes qui s'intéressent à ce groupe, on a encore peu de données disponibles, et donc il va falloir consolider toutes ces informations. Maintenant, je vous propose de nous intéresser à l'application des listes rouges régionales. Et pour cela, de les traiter en trois volets un petit peu distincts. Regarder en quoi les listes rouges vont favoriser les protections, en quoi elles vont permettre des actions, et enfin, quelles sont les créations qui vont être influencées par ces listes rouges. Donc tout d'abord, pour ce qui concerne les protections, j'ai choisi comme exemple celui de la directive Habitat Faune Flore. Alors cette directive, en fait, donc c'est un texte européen, donc auquel tous les États membres sont soumis, et qui en fait est composé d'une liste d'espèces et d'habitats que l'Europe juge comme étant patrimoniaux pour ses États membres. Et donc, pour favoriser la conservation de ces habitats et de ces espèces, on a la mise en place de zones de protection, donc soit des zones de protection spéciales quand on s'intéresse aux oiseaux, soit des zones de protection, des zones spéciales de conservation quand on s'intéresse aux habitats et aux autres espèces, qui vont permettre la création de sites appelés Natura 2000, dans lesquels ces espèces seront gérées favorablement et où une politique de conservation sera mise en place. Et donc, vis-à-vis des listes rouges, en fait, donc on part d'une liste européenne d'espèces que les États membres doivent prendre en compte, et ces espèces vont être ensuite, l'état de conservation de ces espèces va être ensuite analysé à différentes échelles, que ça soit à travers les listes rouges régionales, où les espèces vont être inscrites dedans et où on va voir leur statut, donc leur état de conservation, également au niveau national avec de la même manière les listes rouges nationales,
Et en fait, chaque État membre doit ensuite faire un compte-rendu, un bilan tous les 5 ans de l'évolution de l'état de conservation de ces espèces. Et donc, en fonction de ce bilan, qui va être jugé favorable, défavorable ou inconnu en fonction des espèces, l'Europe va pouvoir statuer sur l'état de conservation à une échelle très large des dites espèces et ensuite éventuellement pouvoir adapter cette directive, les espèces qui sont inscrites dans cette directive, en enlevant ou en rajoutant par exemple. Autre exemple, c'est celui de la révision de la liste des insectes protégés en Île-de-France. Il faut savoir donc qu'en Île-de-France, on a la chance d'avoir une liste d'insectes protégés, qui est unique en France métropolitaine d'ailleurs, mais que cette liste date de 1993. Donc elle commence à être un petit peu ancienne, et donc il y a des travaux de révision qui sont en cours et qui sont coordonnés notamment par l'OPI, car on se rend compte qu'en fait on a la présence dans la liste d'espèces qui sont disparues, on a aussi des espèces qui sont objectivement non menacées alors qu'à l'époque elles pouvaient être estimées comme menacées. Et donc voilà, on a plusieurs catégories, plusieurs types d'espèces qui nécessiteraient soit d'être ajoutées, soit d'être enlevées de cette liste d'insectes protégés. Et pour faire cette sélection des espèces à ajouter ou à enlever, eh bien l'OPI va notamment utiliser les listes rouges régionales, que ce soit celles sur les libellules, celles sur les papillons de jour ou celles sur les orthoptères, et va donc pouvoir s'appuyer sur ces documents de référence pour ensuite pouvoir dire oui, cette espèce a besoin d'une protection parce que son statut au niveau régional est évalué comme menacé. Donc voilà un des exemples des outils des listes rouges. Le troisième en termes de protection, c'est celui de la séquence éviter, réduire, compenser. Donc cette séquence, en fait, c'est un texte de loi. En fait, c'est une obligation qui a été adoptée en 1976 et qui a été consolidée par la loi de reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages de 2016 et qui en fait oblige les maîtres d'ouvrage lors de la réalisation d'un projet à se soumettre donc à une séquence en 3 étapes qui vise en fait à limiter l'impact environnemental du projet, donc à travers trois étapes qui sont éviter un maximum les impacts environnementaux lors du projet, réduire si ce n'est pas possible de les éviter, et enfin les compenser si ce n'est pas possible de les réduire. Donc ici vous avez un schéma très sommaire de la structuration d'une étude d'impact environnemental, mais ce qu'il faut retenir c'est que du coup le maître d'ouvrage va soumettre un dossier avec son étude d'impact environnemental. Ce dossier va être évalué par tout un panel d'autorités compétentes qui vont juger ce dossier et in fine dire si oui ou non le projet pourra avoir lieu dans l'état actuel des choses ou s'il y a des modifications à apporter par exemple. Donc cette séquence, elle s'intéresse aussi à d'autres facteurs que la biodiversité, donc comme par exemple l'eau, le sol, ou des choses comme ça. Mais la biodiversité est inscrite clairement comme étant une des thématiques qui est indispensable de faire figurer dans ce dossier. Et donc en fait, concrètement sur le terrain, lors d'un projet, donc on va avoir la mise en place d'inventaires naturalistes qui vont donner un état initial du site où le projet doit avoir lieu. Et ces inventaires naturalistes vont permettre de sortir des listes d'espèces présentes. Et ces listes d'espèces vont ensuite permettre la hiérarchisation des enjeux. Donc ici, vous avez un exemple de tableau de hiérarchisation justement de ces enjeux naturalistes avec des espèces de chauves-souris. On retrouve dans le tableau les statuts réglementaires, donc si l'espèce est protégée en Europe ou en France par exemple. On retrouve nos listes rouges qui sont inscrites avec la liste rouge nationale et le statut associé pour chaque espèce, la liste rouge régionale et les statuts. Et tout à droite du tableau, on a une conclusion en fait sur l'enjeu écologique de l'espèce au niveau régional et l'enjeu écologique au niveau local, donc au niveau du site. De la même manière, un autre exemple, dans le cadre d'un projet qui devrait avoir lieu sur un site Natura 2000, donc on a des procédures qui sont un petit peu plus un peu spécifiques. On retrouve là dans cette fiche espèce, celle du butor étoilé, la liste rouge nationale qui est mentionnée et qui est prise en compte. Tout ça donc avec comme finalité de produire un tableau des impacts résiduels. Donc toutes les étapes du projet sont listées et on va avoir une évaluation des impacts que ces étapes vont avoir et qui donc vont devoir être prises en compte. Donc in fine, tout ce processus que j'ai
vraiment seulement effleurer parce que c'est quelque chose d'assez compliqué, va permettre ou non la réalisation du projet avec donc une décision qui sera effectuée par la préfecture. Et donc, dans ce type de séquence ERC, là encore, les listes rouges ont un intérêt tout particulier pour mettre en exergue des enjeux qui sont locaux. On a une finesse, en fait, de l'état de conservation qui n'est pas permise par les listes nationales. Et donc, ça va être un appui très important pour bien faire en sorte que les enjeux soient pris en compte lors des projets. Maintenant, on va s'intéresser un peu aux actions, et notamment aux plans nationaux d'action. Alors ça, ce sont des dispositifs qui sont mis en place par le ministère à l'échelle nationale, du coup, et qui vont courir sur des pas de temps plus ou moins longs, et qui peuvent concerner soit des groupes d'espèces, soit des espèces en particulier. Donc là, à titre d'exemple, vous avez le plan national d'action en faveur des libellules, qui va courir de 2020 à 2030. Vous en avez un également sur les chauves-souris, et il en existe d'autres, par exemple celui sur le sonneur à ventre jaune, qui est très spécifique, donc sur une espèce à proprement parler, ou encore d'autres très larges sur les pollinisateurs sauvages, par exemple. Donc l'objectif de ces plans nationaux d'action, c'est pour être divisé en trois grands actes, en fait, qui sont premièrement d'améliorer la connaissance sur les espèces ou l'espèce et la conservation des populations. Ensuite, prendre en compte ces espèces ou ces groupes d'espèces dans les aménagements et les politiques publiques. Et enfin, il y a une partie de communication, d'information pour une meilleure prise en compte de celle-ci. Dans ces plans nationaux d'action, quand ils concernent un groupe d'espèces, on va avoir une sélection des espèces dites prioritaires. Et cette sélection, donc il y a plusieurs critères qui sont évalués pour qu'une espèce devienne prioritaire, mais un de ces critères, c'est celui de la classification dans les listes rouges, notamment la liste rouge nationale. Et en plus de cela, la particularité des plans nationaux, c'est qu'ils sont déclinés à l'échelle régionale. Donc chaque plan national va sortir et va ensuite être récupéré par les régions qui vont se l'approprier et l'adapter au contexte local. Donc le plan national d'action chiroptère est adapté à l'Île-de-France. Et en ce sens, on a aussi une adaptation des enjeux au territoire. Donc on va retrouver dans les espèces du plan régional d'action celles qui sont inscrites bien sûr au plan national et en plus celles qui ont des statuts particulièrement importants, on va dire d'un point de vue des menaces à l'échelle régionale. Donc on va avoir une sorte de complémentarité entre le plan national d'action et ce que va pouvoir apporter la liste rouge, les enjeux que la liste rouge va mettre en exergue. Donc si on fait un résumé, on a globalement une liste rouge régionale qui est en cohérence avec une liste rouge nationale. Cette liste rouge nationale va permettre de lancer éventuellement des plans nationaux d'action si jamais on se rend compte qu'il y a des besoins importants. Ces plans nationaux d'action vont être déclinés à l'échelle régionale et la réalisation de ces plans va in fine permettre l'amélioration de l'état de conservation et du coup le changement éventuel des statuts lors de l'actualisation des listes rouges régionales. Donc une sorte de cercle vertueux en fait entre ces différents plans et programmes. La troisième partie donc concerne la création que permettent les listes rouges. Et pour cela, j'ai choisi l'exemple des ZNIEF, donc les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Alors, l'objectif de ces zones, ce ne sont pas des zonages réglementaires, dans le sens que ce ne sont pas des zones protégées, ce sont vraiment des outils de connaissance et d'aide à la décision. Donc on va avoir des zonages délimités dans lesquels on va connaître précisément les espèces qui sont présentes et ces zonages vont ensuite pouvoir permettre d'orienter des politiques publiques. Par exemple, lors de la création d'une réserve, on va pouvoir plutôt cibler un site qui est connu comme étant une ZNIEF parce qu'il y a des enjeux écologiques assez forts. Parmi les ZNIEF, on en distingue deux catégories, donc les ZNIEF de type 1 qui s'intéressent à des espèces, et les ZNIEF de type 2 qui vont plutôt s'intéresser à des grands ensembles d'habitats. Et donc, selon la définition des ZNIEF, voilà, on a effectivement les ZNIEF de type 1 qui sont plutôt orientés sur les espèces ou les habitats rares remarquables considérés comme du patrimoine naturel régional, et les types 2 qui sont plutôt des grands ensembles fonctionnels et paysagers.
Alors ça, c'est le processus de création des SNIEF théoriques qui est assez compliqué. Je vais vous épargner ce processus et on va juste se concentrer sur les SNIEF de type 1, du coup, qui s'intéressent aux espèces. Une SNIEF, pour qu'elle puisse être délimitée, donc elle a besoin d'avoir repéré en fait des espèces qui sont appelées déterminantes SNIEF. Donc ça signifie que si on trouve ces espèces sur un site, ce site pourrait devenir une SNIEF. La question est donc comment est-ce qu'on définit ces espèces déterminantes SNIEF? En fait, chaque espèce va être passée à travers un ensemble de critères pour juger de son éligibilité à la déterminante SNIEF ou non. Et parmi ces critères, on a notamment la liste rouge nationale qui est prise en compte. Donc globalement, si l'espèce est indiquée dans la liste rouge nationale comme étant menacée, elle va gagner un point à son score. Et de la même manière, on a un critère pour la liste rouge régionale, où là encore l'espèce va pouvoir gagner un point si elle est menacée, ou ne pas en gagner si elle est non menacée. Et donc, après on obtient des scores pour les espèces, et les espèces passant un certain seuil vont pouvoir devenir éligibles comme étant déterminantes SNIEF. Donc, en résumé, nous avons des espèces qui sont définies comme un enjeu à l'aide des critères de déterminance SNIEF. Nous avons des listes rouges qui donnent donc des enjeux de conservation, qui définissent des enjeux de conservation. Cela va permettre la réalisation des listes d'espèces déterminantes SNIEF. Et sur le terrain, quand une espèce va être observée, on va pouvoir ensuite éventuellement la faire zoner avec, et la faire devenir une SNIEF. Et donc ça permet à l'échelle de la région d'avoir tout un maillage de zones SNIEF qui sont connues et délimitées, dans lequel les espèces sont inventoriées. Et quand on souhaitera éventuellement mettre en place une réserve naturelle, par exemple, on pourra s'appuyer sur ce maillage pour avoir une réserve qui soit la plus pertinente possible. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de la relation entre le grand public et les listes rouges régionales. Et notamment comment s'approprier un petit peu les listes rouges qui sont parfois forcément évidentes à aborder. Donc tout d'abord, il y a beaucoup de manières de faire une liste rouge. En fait, la définition qui est fournie par l'UICN sur les listes rouges est assez vaste. Donc le but d'une liste rouge, c'est d'identifier les priorités de conservation et de fournir une base cohérente pour orienter les politiques et les stratégies d'action. Donc à partir de là, on a effectivement une grande diversité des modes de réalisation de ces documents, comme on va le voir. On peut en distinguer trois principaux, avec les listes rouges qui vont s'atteler à faire un descriptif assez général, à balayer un peu large, en abordant les thématiques d'écologie, de biologie, les menaces, éventuellement proposer aussi des modes de gestion donc à destination des professionnels, qui vont faire un résumé synthétique donc des résultats de l'évaluation de la liste rouge à proprement parler, et qui vont aussi fournir un tableau avec toutes les espèces et tous les statuts qui sont bien définis. L'autre catégorie un petit peu de liste rouge va être un petit peu plus synthétique, en faisant un état des lieux, en présentant des fiches espèces éventuellement, en faisant là encore un résultat un peu synthétique de l'évaluation, et bien évidemment en proposant un tableau. Et enfin, le troisième type va être encore plus synthétique et juste proposer un tableau d'espèces qui auront été évaluées avec des critères. Ces trois types ont la même valeur scientifique, ils sont passés par le même processus, comme vous l'a expliqué Lucille, mais le format qui en ressort est quand même très différent et les informations qu'on peut en tirer sont très différentes. Donc en fait, ce qu'on peut en conclure de ça, c'est qu'une liste rouge, c'est avant tout une liste d'espèces avec des statuts. C'est vraiment le minimum que peut être une liste rouge. Dans les listes rouges, ce que vous pouvez trouver aussi et qui peut être intéressant, ce sont justement donc des informations sur des espèces. On peut apprendre sur les écologies, sur les habitats, sur les mœurs, et donc tout ça pour familiariser un peu le grand public avec certaines espèces qui sont parfois un peu méconnues, comme à l'instar des chauves-souris. On peut également retrouver des informations sur les menaces qui pèsent sur ces espèces, comme par exemple dans la liste rouge sur les papillons de jour, les milieux qui sont privilégiés par les papillons et qui ont tendance à diminuer en Île-de-France.
Et enfin, là c'est un petit peu plus orienté professionnel, mais on a aussi des recommandations de gestion des milieux naturels qui peuvent être intégrées. Et donc là, ça va s'orienter voilà, à des professionnels qui vont pouvoir gérer des milieux de manière favorable pour du coup favoriser la conservation des espèces. Problème de slide, je remets. Maintenant, une autre question qui peut se poser, c'est j'observe une espèce et ça m'intéresse un petit peu de savoir quel est son statut liste rouge, comment est-ce que je peux le trouver? Pour ça, il y a un site qui est très pratique, donc celui de l'INPN, donc l'Inventaire national du patrimoine naturel, et sur lequel en fait on peut rechercher directement une espèce et on va avoir accès en fait dans la rubrique statut à toutes les informations, toute la classification de l'espèce dans les différentes listes rouges, qu'elles soient européennes, mondiales, régionales. On aura aussi accès aux informations sur son statut de protection, s'il en a par exemple. Euh, et donc voilà, c'est un moyen assez rapide de trouver ces informations sur les espèces. Le dernier point, c'est celui de comment contribuer aux listes rouges en tant que grand public. Eh bien, on a notamment tout ce qui concerne les sciences participatives. Donc, comme on l'a dit à de multiples reprises, les données, c'est vraiment le cœur, un petit peu le nerf de la guerre des listes rouges. On a besoin de ces données pour avoir des tendances qui soient fiables et des listes rouges qui soient crédibles. Et les sciences participatives sont un bon moyen de contribuer là-dessus. Donc là, à titre d'exemple, il y a Viginature, donc, qui est donc un ensemble de sciences participatives coordonnées par le Muséum national d'histoire naturelle et qui va donc récupérer des informations à travers différents programmes très diversifiés. Donc vous allez avoir des programmes sur les papillons, des programmes sur les oiseaux, des programmes sur les pollinisateurs. Et tous ces programmes vont alimenter des bases de données qui ensuite pourront être réutilisées dans le cadre de réalisation de listes rouges. Et du coup, en tant que programme de sciences participatives, ces programmes se veulent comme étant accessibles à tout à chacun et faciles d'utilisation. Et je vous remercie pour votre attention. Julien, je te laisse partager ta présentation pour continuer la conférence. On voit la présentation et on a le plein écran. C'est bon. Hop, je la remets. Et on t'entend. Ok, c'est parfait. Bonjour à toutes et à tous. Merci à l'ARB Île-de-France de nous avoir invités aujourd'hui. Je remets la présentation en plein écran. Alors, donc je suis Julien Boucaud, le directeur de l'Union des fédérations pour la pêche et la protection des milieux aquatiques du bassin Seine-Normandie. Donc l'acronyme est un peu long, c'est UFBSN, et on va vous faire aujourd'hui une présentation à deux voix avec ma collègue Mélanie, pour vous présenter notre retour d'expérience sur la valorisation des données piscicoles. Alors, je vous l'ai dit, on représente aujourd'hui l'UFBSN. L'UFBSN, rapidement pour vous situer, donc c'est un groupement de 27 fédérations départementales pour la pêche et la protection des milieux aquatiques et d'une association de protection des grands migrateurs qui s'appelle Seine-Normigre. Et notre principale mission, c'est d'améliorer donc la qualité des rivières et de préserver les populations de poissons. Alors le constat est le suivant, vous le connaissez sûrement, il est clairement alarmant. J'ai titré En route vers une 6e extinction de masse. On voit de plus en plus de publications de ce type, 1 million d'espèces menacées d'extinction. Voilà, les indicateurs sont quasiment tous dans le rouge. Et je ne sais pas si vous avez fait attention, mais sur ces publications, on a souvent des informations très précises sur les oiseaux, sur les odonates, sur les mammifères terrestres, et plus rarement sur les poissons d'eau douce. Alors une des raisons à cela, c'est ce fameux effet miroir que vous connaissez, qu'on retrouve sur les rivières, sur les plans d'eau, et qui rend compliqué la caractérisation des populations de poissons d'eau douce, parce qu'au final, on gère une population que l'on ne voit pas et que l'on n'entend pas. Donc la situation n'est pas évidente au départ. On a quand même deux principales sources d'informations sur lesquelles on s'appuie pour caractériser les populations de poissons. Donc tout d'abord les échantillonnages scientifiques. On a des stations qui sont échantillonnées depuis les années 90
sur l'ensemble du bassin Seine-Normandie et donc à l'échelle de la région Île-de-France également. Et on complète ces informations avec des observations réalisées par les citoyens dans le cadre des programmes de sciences participatives dont on vient de parler. Au niveau des communautés de poissons, donc la tendance à l'échelle mondiale, elle n'est pas bonne. On a un déclin qui est encore plus accentué chez les poissons que chez les autres taxons, comme on peut le voir sur ce graphique, qui est issu d'une publication de WWF qui date de 2019 ou 2020, qui concerne l'indice Planète Vivante. Et à l'échelle nationale, donc on a une publication récente de l'UICN, donc qui a réalisé au niveau national la liste des poissons d'eau douce de France métropolitaine, et on a 40% des espèces de poissons d'eau douce qui menacées de disparaître à court terme. Donc la situation est alarmante. Alors qu'en est-il de la tendance à l'échelle du bassin Seine-Normandie et de la région Île-de-France? Eh bien, ce sont des questions que l'on s'est posées au moment de la création de l'Union de bassin en 2016, puis en 2017. Donc on a défini cette démarche, cette stratégie, tout d'abord de compiler les données piscicoles existantes issues d'inventaires scientifiques. C'était la première étape. La deuxième étape, c'était d'analyser ces données et enfin de diffuser les résultats dans un premier temps pour optimiser les mesures de gestion, donc une diffusion plutôt auprès des partenaires, auprès des gestionnaires, et de sensibiliser le grand public, les pêcheurs, sur ces problématiques liées à la préservation des milieux aquatiques. Donc la démarche a été la suivante. On a tout d'abord identifié les acteurs et les producteurs de données pour collecter ces données, et ensuite il y a eu un travail conséquent pour harmoniser ces données. La difficulté, ça a été de récupérer des fichiers qui ont été bancarisés de différentes manières, donc il a fallu reprendre à la main une bonne partie des données, mais ce qui nous a permis au final de construire une base de données assez solide à l'échelle du bassin Seine-Normandie, qui aujourd'hui est composé de près de 8500 échantillonnages, dont 1224 échantillonnages en Île-de-France. C'est une base de données qui est constituée à 75% par des données issues de l'État qui étaient globalement structurées, et 20% de données produites par les fédérations de pêche. Mais ce que l'on voit sur la carte, c'est que l'on a quasiment autant de stations d'échantillonnage issues des fédés de pêche que des de l'État. Donc on a finalement chaque année 2 fois plus de stations réalisées, enfin échantillonnées par les fédés de pêche que par les structures de l'État. Donc on va avoir une base de données qui va s'équilibrer dans le temps. Ce qui est intéressant à noter sur cette base de données, c'est le recul que l'on a. On a une chronique de 30 ans de données qui est très intéressante pour identifier les tendances d'évolution sur les différentes espèces de poissons. Alors comment exploiter ces données? On a trois approches finalement. Tout d'abord, ce que l'on s'est dit, c'est que ce sont des données publiques, même les données produites par les fédérations de pêche sont des données publiques, puisqu'on est en majorité financé par des fonds publics. Donc on a mis cette base de données à la disposition de tous, et notamment de nos partenaires, de manière à ce qu'ils puissent exploiter cette base de données afin de répondre à des problématiques locales. Donc cette base de données, vous pouvez la télécharger, vous, même en tant que citoyen, sur le site de l'Observatoire des poissons du bassin Seine-Normandie. Vous pouvez taper ces mots-clés dans un moteur de recherche. Et cet outil que nous présentera un peu plus en détail Mélanie tout à l'heure, il s'agit en quelque sorte de la vitrine de l'Union de bassin et des 27 fédérations, qui permet de mettre à la disposition du grand public et des gestionnaires des données techniques et de sensibilisation. La deuxième approche que l'on a réalisée en 2019, c'est l'interprétation et l'analyse des données à l'échelle du bassin Seine-Normandie. Pour rebondir sur ce que disait Lucille tout à l'heure, effectivement, il est pertinent de travailler à cette échelle du bassin Seine-Normandie. On est en cohérence avec l'aire de répartition naturelle des différentes espèces de poissons. Donc par la suite, je vais vous présenter les principaux résultats de cette étude. Et en fait, les tendances qu'on a réussi à identifier, on va les retrouver dans le travail que l'on est en train de faire sur la liste rouge des poissons d'Île-de-France. Donc c'est un travail qui a été initié l'année dernière, qui est en cours de validation, donc je ne vous présenterai pas les résultats aujourd'hui, mais globalement, les principales tendances identifiées sur le bassin, on les retrouve en Île-de-France. Donc concernant cette étude que l'on a publiée l'année dernière, on a identifié, ou plutôt on a travaillé sur trois métriques, 3 paramètres. D'abord, l'aire de répartition historique des 30 espèces holobiotiques, donc des espèces qui effectuent l'intégralité de leur cycle biologique en eau douce. On a regardé l'évolution de cette aire de répartition et l'évolution des densités. J'ai pris un cas
un cas qui me tient à cœur. C'est une espèce, ça s'appelle la lotte de rivière, que vous connaissez peut-être pas, qui est en train de s'éteindre du bassin. En fait, elle a déjà disparu à l'échelle de la région et elle est en train de s'éteindre. Donc, je vais vous montrer de la manière dont on a analysé les données et donc les tendances qu'on a réussi à mettre en évidence sur cette espèce. Donc, il faut savoir que la lotte de rivière, c'est une espèce qui est extrêmement sensible à la qualité des eaux, extrêmement sensible à l'évolution de la température des eaux puisqu'elle se reproduit dans des eaux très fraîches, et sensible également à la qualité de l'habitat puisqu'elle se reproduit dans les zones humides, et également très sensible à la continuité écologique puisqu'elle a besoin de migrer d'un habitat à un autre pour réaliser les grandes étapes de son cycle biologique. Donc c'est un bioindicateur vraiment très intéressant, et on peut voir que la lotte de rivière, historiquement, elle était présente sur les grands axes, donc sur l'axe Oise-Aisne, l'axe de l'Aube et sur la Seine amont. Et en analysant l'évolution de l'aire de répartition, on peut voir au niveau des points noirs, c'est que l'espèce a disparu à partir de 2005, eh bien on voit une aire de répartition finalement qui a tendance à se réduire et qui se cantonne aujourd'hui sur les têtes de bassin, là où l'eau est relativement fraîche et favorable à sa reproduction. Ce déclin, on le constate également sur ce graphique qui présente la fréquence d'occurrence, donc la fréquence d'apparition de la lotte de rivière dans les échantillonnages. En 95, dans 15% des échantillonnages, on retrouvait de la lotte de rivière. Aujourd'hui, dans seulement 2 à 3% des échantillonnages, on retrouve de la lotte de rivière. Et on pourrait se dire que finalement, les individus ont migré vers les têtes de bassin. On aurait pu avoir cette hypothèse en se disant que finalement, d'un point de vue quantitatif, la population est restée à peu près identique, sauf qu'en analysant l'évolution de la dynamique de cette population à l'échelle des stations, on se rend compte que l'on a une diminution souvent significative sur l'ensemble des stations suivies à long terme. Donc on a une espèce qui est vraiment en train de disparaître du bassin. Donc ce travail, on l'a fait également pour les 30 espèces holobiotiques du bassin, et on s'est rendu compte de plusieurs tendances intéressantes que l'on a réussi à corréler avec nos pratiques à l'échelle des bassins versants. On a constaté une raréfaction des espèces qui sont résistantes à la pollution organique, notamment la blette, le gardon, le rotangue, la brème commune, le carassin, la tange. Donc ça, c'était des espèces qui étaient présentes abondamment dans les années 90, même 2000, sur nos rivières et notamment sur les tronçons assez anthropisés et urbanisés. L'Île-de-France est principalement concernée, et donc on voit une diminution de ces espèces au profit d'espèces beaucoup plus sensibles à la pollution de l'eau, la pollution organique en tout cas, le barbeau, le chabot, la bouvière, le spirin. Ça, c'est des espèces qui reviennent. On a vu leurs aires de répartition s'agrandir et surtout les densités et des abondances augmenter. Donc ça, c'est vraiment à mettre en parallèle avec tout le travail qui a été fait sur l'épuration des eaux lié à la mise en place des stations d'épuration. On voit ici un graphique avec l'augmentation de la capacité des stations d'épuration entre 90 et 2013, donc ça a été quand même significatif. Et la mise en place de ces stations d'épuration ont permis de réduire de 32% la quantité d'azote rejetée par la station d'épuration entre 2013 et 2019, et de baisser de 10% la charge en matière organique. Donc ça, je dirais qu'on a réussi à résoudre une partie du problème, puisqu'on a amélioré la qualité physico-chimique de l'eau. Sauf qu'une rivière, c'est également, il y a également un aspect physique, un aspect hydromorphologique. C'est une rivière, normalement, ça vit, ça déborde latéralement, il y a une connexion avec la nappe phréatique verticale. Et ça, c'est des choses qu'on a modifiées dans les années 70-80 avec l'apparition de la PAC, où on a curé, recalibré nos rivières. Et cet aspect physique, il est très compliqué à restaurer aujourd'hui. Donc, vous le savez, il y a des actions de restauration qui sont initiées pour redonner au cours d'eau son fonctionnement initial. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est un paramètre qui est vraiment impactant pour nos rivières. Et on a du mal à restaurer efficacement, j'ai envie de dire, l'hydromorphologie. En tout cas, les actions qui sont réalisées sont efficaces, mais il faut multiplier ces actions de restauration hydromorphologique pour faire en sorte que les espèces qui sont inféodées à des habitats spécifiques, comme le brochet ou la lotte de rivière qui se reproduisent spécifiquement dans les zones humides, ou encore la truite de rivière qui se reproduit spécifiquement sur des cailloux avec une eau oxygénée et des vitesses des courants assez importantes, malheureusement, ces espèces, elles sont en voie de disparition, et une des principales causes, c'est un problème d'habitat. Donc elles ne retrouvent plus un habitat, on va dire un habitat adéquat
et fonctionnel pour assurer la phase de reproduction. Et ça, ce sont des éléments que l'on retrouve également dans l'état des lieux 2019 réalisé par l'Agence de l'eau, où l'on voit que l'hydromorphologie, c'est une pression qui arrive en tête des pressions susceptibles d'avoir un effet significatif sur l'état des cours d'eau en 2020. Donc, ces espèces, qui sont des espèces repères, qui sont censées être présentes dans les cours d'eau, sont en train de disparaître. Donc ça laisse une niche écologique vacante pour des espèces beaucoup plus opportunistes que l'on a introduites, qui ont été introduites de la main de l'homme dans le courant du XXe siècle et plus récemment dans les années 2000 pour le silure. On a des espèces qui sont opportunistes et beaucoup plus résistantes, moins exigeantes en termes d'habitat et qui viennent créer un déséquilibre au niveau des populations piscicoles du fait de l'altération de l'hydromorphologie des cours d'eau. C'est-à-dire que si on restaure le fonctionnement naturel de ces cours d'eau, eh bien on va avoir nos espèces repères natives qui vont reprendre leur place et qui réussiront à concurrencer les espèces introduites. Voilà, donc ce sont des tendances qui sont quand même intéressantes et ça permet de faire le lien avec l'activité humaine, notamment sur l'épuration des cours d'eau, ça on l'a vu, mais aussi tout le travail qui reste à faire aujourd'hui encore sur la partie restauration hydromorphologique. Donc ça passe par l'effacement des seuils et des barrages qui n'ont plus aucun usage économique. Alors, pour faire le lien, bien entendu, avec la liste rouge des poissons, je vous ai dit que c'était un travail qui était en cours de réalisation. Je vais pas reprendre dans le détail la méthode qui a été détaillée avant, mais ce que je voulais simplement vous montrer, c'est cette carte qui me paraît importante. En fait, lorsqu'on a réalisé les analyses dans le cadre de la liste rouge, on a analysé les données issues d'échantillonnages scientifiques qui sont localisés avec les petites stations en vert, et on a également couplé ces observations avec justement toutes les observations issues de l'outil CETIA, donc les observations de sciences participatives. Et ce que l'on voit sur la carte, c'est que l'on a un complément qui est, j'ai envie de dire, essentiel pour les gestionnaires, pour les scientifiques. Lorsque l'on réalise ces états des lieux, eh bien on a une approche beaucoup plus exhaustive et une vision beaucoup plus réaliste de l'aire de répartition des espèces. Et donc il faut vraiment poursuivre les efforts de sciences participatives et alimenter les outils qui existent, et notamment l'outil CETIA, qui est assez remarquable à l'échelle du bassin, puisque c'est à ma connaissance le seul outil qui permet d'alimenter de cette manière les bases de données naturalistes. Donc voilà, j'en ai fini pour ma présentation. Du coup, je vais laisser la parole à Mélanie pour nous parler de la partie valorisation. Donc toutes ces données, on a également souhaité les valoriser à travers l'Observatoire des poissons du bassin Seine-Normandie. Donc on va passer en vue les différentes fonctionnalités de l'outil. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci à toi, Julien. Et c'est bon, Mélanie, on voit ta diapo. Tu peux parler pour voir si on t'entend. Pour l'instant, je ne t'entends pas. C'est mieux ? Ouais, c'est bon, on t'entend aussi. C'est parfait. Très bien. Alors justement, la bancarisation de ces données a permis de diffuser sur la carte interactive de l'Observatoire des poissons du bassin Seine-Normandie les densités pour chaque espèce de poisson d'eau douce présente sur le bassin Seine-Normandie. Concrètement, le menu latéral de gauche, donc ici le menu les poissons, permet en sélectionnant une espèce, donc ici le verron pour l'exemple, d'afficher les densités sur la carte, ici, et d'afficher les densités sur la carte, et les densités sont affichées à la station et réparties selon un gradient de vert. Ici, l'onglet Interprétation aide à la compréhension de la donnée. D'ailleurs, le texte s'ajuste en fonction du secteur étudié. En dessous, on a les options qui proposent des filtres temporels et par type de protocole. D'ailleurs, la fonctionnalité Évolution permet de comparer les densités de l'espèce à une station et de dégager une tendance identifiable, à savoir en rouge lorsque les densités sont à la baisse et en vert lorsqu'elles sont à la hausse. Le téléchargement de cette base est ouverte à tous et le formulaire de téléchargement est accessible justement ici. Je vous parle de verron, mais tout le monde ne comprend pas cette espèce. Pas de panique, il suffit de cliquer sur ce petit visuel pour accéder justement à la fiche poisson du verron. Donc ici, chaque fiche poisson décrit brièvement l'écologie de l'espèce, sa sensibilité à la continuité écologique, à son habitat ainsi qu'à la qualité de l'eau.
Il y a également des visuels, des photos, des vidéos des poissons dans leur milieu et un lien vers la carte interactive, juste ici. Donc ça, c'était pour les poissons, mais on ne parle pas que des poissons, on parle également des rivières. En effet, le menu Les rivières, qui est juste en dessous celui des poissons, permet d'afficher les données de nos partenaires relatives à la qualité de l'eau et aux pressions. Pour exemple, ici, avec la qualité physico-chimique. Et en cliquant sur un tronçon, on va pouvoir faire apparaître le paramètre déclassant du cours d'eau. On peut également coupler plusieurs couches, donc ici avec celle relative à la densité des verrons et de l'état physico-chimique. L'affichage simultané des données environnementales et piscicoles permet de mieux comprendre l'état actuel de la rivière ainsi que les pressions s'exerçant sur la population piscicole. Toutefois, ces données sont à titre indicatif et ne remplacent pas une expertise locale. Comme pour les poissons, des pages sont dédiées aux différents impacts de l'homme sur les milieux aquatiques et sont accessibles sur les pages de l'Observatoire. On recense également les actions de restauration écologique réalisées sur le bassin. Chaque action est géolocalisée et propose une synthèse de ce qui a été fait, les objectifs étant de faciliter le partage d'expériences et d'encourager la prise de décision en faveur de la restauration des milieux aquatiques. De nombreuses actions sont illustrées par des fiches retour d'expérience, dont voici un exemple sur la mer en thèse. Typiquement, ces PDF sont rattachés aux actions recensées sur l'Observatoire et sont donc accessibles sur la carte interactive. Je ne peux que vous encourager à vous intéresser aux milieux aquatiques et à visiter notre observatoire, dont voici le lien. Je vous remercie pour votre attention. Merci, et merci Mélanie pour ta présentation. Merci Julien, merci Eminki. On en a fini, c'était une présentation très dense sur les listes rouges, la manière dont on les met en place. On va prendre quelques questions. Alors, j'ai essayé de suivre en même temps les questions qui étaient posées. On en a répondu aussi à certaines au fur et à mesure de la présentation. J'ai vu notamment passer une question, peut-être pour toi, Julien, sur le suivi génétique des populations de poissons d'eau douce, et notamment la distinction avec les lâchers d'espèces d'élevage. Et quid aussi du programme type Écocéan pour les rivières? Alors c'est une vaste question. Effectivement, il y a un travail, un soutien d'effectifs qui est effectué localement par les ZAP et PEMA, donc les associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques qui sont rattachées à nos fédérations et qui effectuent donc localement des soutiens d'effectifs, notamment sur les populations dont j'ai parlé, les espèces repères, le brochet et la truite fario. Généralement, ce sont des souches sauvages qui sont utilisées pour soutenir ces populations. C'est compliqué de généraliser au niveau du bassin Seine-Normandie. Il faut vraiment regarder ce qui se passe à l'échelle du tronçon de cours d'eau et la manière dont le tronçon est géré. C'est une gestion locale et qui est vraiment adaptée aux capacités d'accueil et de production du. Alors de mon côté, c'est un petit peu coupé à la fin. Je sais pas si c'est général, mais j'ai pas entendu la fin de ce que tu as dit. Et concernant le programme Écocéan. Alors ça ne m'évoque rien, le programme Écocéan. Je sais pas si il me semble que c'est Abeille Paysanne qui a posté la question. Donc peut-être développer. Mais c'est vrai que ça évoque chez moi souvenir de discussion avec Claire qui nous écoute aussi sur la volonté de créer un programme justement de sciences participatives standardisé. Là-dessus, vous avez des réflexions qui ont avancé à ce sujet. Claire, peut-être que tu peux prendre la parole aussi. Oui. Il y avait un besoin, enfin on le voit hein, d'ailleurs sur les autres groupes d'espèces qu'on utilise beaucoup ce type de programme. Il me semblait que c'était un besoin aussi qui était ressenti pour l'ichthyofaune.
En effet, c'est un besoin qu'on a identifié. Après, on est sur un taxon très très particulier qui nécessite une réflexion quand même un petit peu longue pour travailler au développement d'un programme de sciences participatives. C'est un besoin, il est identifié maintenant. On essaye effectivement de se questionner, d'y travailler, mais pas beaucoup d'éléments pour l'instant à fournir en ce sens. Mais que ça fait partie des choses qui, on l'espère, verront le jour le plus rapidement possible. Ok, merci Claire. On avait aussi d'autres questions par rapport à la plantation d'espèces floristiques inscrites sur liste rouge. Et Minky, tu veux répondre à ces questions? On a complété déjà par écrit, mais on a peut-être des éléments supplémentaires à ajouter à l'oral. Oui, du coup, effectivement, concernant la question qui était la loi interdit la plantation et le semis de plantes protégées. Quid des espèces floristiques sur liste rouge? Peut-on les planter et semer quitte à s'exposer à des colonnes génétiques provenant d'autres régions ou d'autres pays? Alors, effectivement, le statut liste rouge, du coup, n'est pas un statut réglementaire, donc en soi, rien ne vous empêche de planter des plantes qui sont inscrites sur liste rouge. Par contre, effectivement, pour ce qui concerne les plantes, il faut faire assez attention à tout ce qui va être pollution génétique avec des semences qui peuvent venir de pays étrangers, etc. De la même manière, quand on a une forte communication autour de l'utilisation de plantes locales, quand il s'agit de procéder à des aménagements dans les communes, des choses comme ça, on essaye de favoriser donc ces plantes locales. On a un guide d'ailleurs qui est sorti qui s'appelle le guide Planton local qui peut être un outil intéressant pour être accompagné sur les espèces de plantes à choisir en fonction des contextes de conditions, contexte de météo par exemple. Et donc oui, effectivement, il faut toujours essayer de favoriser des semis qui seront locaux, qui seront les plus à même d'être adaptés du coup aux conditions météo locales, bien évidemment, parce que ce sont ceux qui sont les plus adaptés, et en plus qui réduiront du coup le risque de pollution génétique sur nos espèces indigènes. Merci Minky. N'hésitez pas à nous relancer si vous avez d'autres questions. J'en vois une passer. Utilisez-vous d'autres bases de sciences participatives en Île-de-France? Alors, la LPO a été justement notre partenaire pour l'élaboration de la liste rouge des oiseaux. Donc, on a utilisé les données qui provenaient de faune via l'atlas des oiseaux nicheurs qui a été réalisé anciennement par le CORIF, qui est devenu LPO Île-de-France. Donc, on mobilise toutes les données qui sont disponibles au niveau régional. On fait, c'est ce que je disais au début de ma présentation. On fait appel à tous les différents acteurs qui produisent des données. Oui, bien sûr. J'ai vu aussi une autre question passer sur le lien qu'on peut faire entre le déclin de l'ichtyofaune et celui des amphibiens. Alors, on n'est pas tout à fait sur les mêmes milieux pour ces espèces. Pour les poissons, on va principalement se situer sur les rivières. Les amphibiens, on est plus sur des milieux aquatiques fermés, donc des mares, des étangs. Mais la liste rouge des amphibiens et des reptiles est également en cours. Généralement, le lien qu'on va faire entre ces deux groupes, c'est que pour certaines espèces d'amphibiens, la présence de poissons dans un milieu aquatique peut avoir des effets négatifs sur les populations d'amphibiens localement. Et Minky, si tu veux rajouter quelque chose pendant que je regarde s'il y a d'autres questions. Non, effectivement, je pense que tu étais assez exhaustif là-dessus. C'est quand même assez distinct, ou du moins les enjeux de l'ichtyofaune, je pense, ne seront pas situés sur les mêmes milieux que les enjeux sur les amphibiens, effectivement. Et le lien entre les deux, j'imagine quand même que on peut en trouver un sur la dégradation de la qualité globalement de nos milieux aquatiques, hein, que ce soit à travers la pollution, à travers la disparition du milieu via les drainages, des choses comme ça. Euh, donc ça, c'est des entrées un petit peu communes de menaces qu'on va retrouver sur tous les groupes qui sont liés au milieu aquatique. Mais sinon, on est quand même sur des habitats qui sont généralement assez différents.
Alors, je vois pas d'autres questions. Il est 19h23, donc on a encore quelques minutes pour répondre à vos questions si vous en avez. Sinon, eh bien, on peut aussi se souhaiter, une bonne soirée. Si un élément à rajouter qui a été dit dans le chat, mais on a beaucoup parlé de Setia. Setia évolue cette année pour devenir GeoNature. Donc, vous pouvez encore utiliser la base de données Setia. Et au courant de l'année, à l'automne, vous verrez qu'on est en train de transformer la base pour passer sous GeoNature, pour saisir les données. Un autre élément aussi par rapport à la liste rouge sur les poissons, donc vous l'avez compris, elle est en cours d'élaboration. On prévoit un passage à l'automne TSRPN et d'ici là, du coup, une validation de la méthode par l'UICM. Donc cette liste rouge sera également disponible d'ici la fin de l'année pour que vous puissiez vous en emparer. Les diapos seront-elles disponibles? Alors, oui, il y aura un replay de la conférence qui sera disponible sur notre site internet. Donc, vous pourrez retrouver et diffuser si vous voulez. Et dans le replay, vous aurez les diapos que vous pourrez consulter. Dans la lignée des sorties aussi, moi, je me permets juste de dire que donc concernant la liste rouge orthoptère, donc là vous aviez de présenter en fait le document de travail et ce document là va être complété par un fascicule à l'instar des autres listes rouges comme les chauves-souris ou les libellules, fascicule qui se voudra assez pédagogique, assez pratique aussi, donc pour faire découvrir ce que sont les orthoptères, faire découvrir les menaces, comment est-ce qu'on en vient à s'intéresser aux orthoptères, qu'est-ce qu'on peut récolter comme données et donc un peu sous le format des autres fascicules. Et donc celui-là sortira aussi à la rentrée, normalement. Oui, tout à fait. Vous pouvez aussi, donc, on a mis le lien dans le fil de discussion, mais n'hésitez pas à aller naviguer sur le site de l'Observatoire des poissons, parce que c'est vraiment un très beau site, extrêmement, on en a eu une discussion, mais qui est extrêmement complet, intéressant, agréable à naviguer. Ça a été un super boulot qui a été réalisé derrière. Donc, n'hésitez pas à aller vous perdre dedans parce qu'on en apprend plein de choses. Moi qui n'y connais rien dans les poissons, c'est une source d'information extrêmement bien vulgarisée. Donc, n'hésitez pas à vous y rendre. Et puis, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais remercier les conférenciers. Julien, Mélanie, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose avant qu'on se quitte? Non, rien de plus. En tout cas, merci à vous de nous avoir invités pour parler des poissons. C'est un sujet d'actualité. Eh bien, dans ce cas-là, je vous remercie. Merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup pour vos interventions. Et puis, je vous dis à très bientôt. J'espère que ces informations qu'on aura réussi à vulgariser assez simplement et de manière claire ce que sont les listes rouges, parce que c'est vrai que c'est un outil scientifique qui peut être un peu difficile à appréhender. Donc, on espère qu'on aura relevé le défi que nous nous sommes donné. Merci aux participants, merci à vous d'avoir écouté cette conférence, et merci à Marjorie pour l'organisation. Merci à Claire aussi pour ta présence en backup et tes réponses aux questions. Je vous dis à tous à très bientôt, et puis une bonne continuation. Merci, bonne soirée. Au revoir. Ouais, au revoir. Merci, au revoir.